Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. La colère gronde au sein de la magistrature. La réforme envisagée du régime des pensions provoque une véritable bronca du monde judiciaire. Le gouvernement qui a également décidé d'injecter 150 millions d'euros dans la justice, notamment pour lutter contre la surpopulation carcérale. Ce ne sera pas suffisant, s'est empressé de dire la magistrature. Alors la justice reste-t-elle le parent pauvre des politiques publiques? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Laurent Sacré, bonsoir. Bonjour. Vous êtes président de l'association syndicale des magistrats. Et puis j'ai le plaisir de recevoir aussi Harold Sachs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat et coprésident de la section belge de l'Observatoire international des prisons. Première question pour vous, Laurent Sacré. On voit effectivement un gouvernement qui veut réformer les pensions des magistrats. Conséquence, les magistrats sont en colère et décident de ne plus suspendre la mise à exécution des peines d'emprisonnement de courte durée. Ça avait été une demande du gouvernement à l'époque. Pourquoi en arriver à cette mesure-là? Alors pour être précis, c'est le collège du ministère public, donc ce sont les procureurs généraux et les procureurs du roi qui, au sein du collège du ministère public, ont entre guillemets, menacer le gouvernement de cette mesure, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui a été le plus reprise par les médias. Et effectivement, c'est de dire au gouvernement, écoutez, nous, on a travaillé avec vous pour que le système tienne et que les choses puissent être gérées en bon père de famille dans les prisons. Maintenant, il n'est plus question d'accepter ce modus vivendi entre le gouvernement et les procureurs. Et donc, nous allons envoyer les billets d'écrou pour les petites peines. Donc, des billets d'écrou, c'est des convocations. Mais vous, à l'ASM, à l'Association syndicale des magistrats, est-ce que vous soutenez ce mouvement-là et cette décision-là? Oui, en ce sens que toutes les mesures qui peuvent influencer le gouvernement dans le cadre d'une possible réforme des pensions qui serait catastrophique pour la magistrature sont soutenues. Maintenant, celle-là est montée en épingle, je pense, peut-être pour décrédibiliser le mouvement des magistrats, parce que ce n'est pas la seule, et il y a d'autres mesures qui sont également évoquées, outre cet envoi des billets d'écrou. Oui, alors vous, Harold Sachs, à l'OIP, donc à l'Observatoire international des prisons, vous avez eu des mots très durs par rapport à cette décision des magistrats. Oui, tout à fait. Alors peut-être un point de précision qui est d'abord de dire que les mots qu'on a pu avoir ne portaient pas sur le bien fondé de la colère des magistrats. Ça, je pense que c'est important de le préciser, qu'on entend, et ça fait partie des choses, des préoccupations que nous, on a, pas directement sur la situation des magistrats, mais sur la situation des différents acteurs de la justice, y compris du personnel pénitentiaire, dont on comprend la souffrance, la détresse, les difficultés, et qui touchent maintenant aujourd'hui le monde des magistrats. Là où on a été plus indignés, mais je pense que ça fait partie de notre mission en tant qu'association qui milite pour les droits des détenus, c'est un moment de dire que les détenus ne sont pas une variable d'ajustement et qu'on ne peut pas utiliser l'envoi de 4000 billets d'écrou pour faire céder le gouvernement, parce que la question n'est pas simplement de dire on va envoyer un billet d'écrou. Le billet d'écrou, concrètement, le détenu le reçoit, et s'il n'y a pas d'instruction claire du monde politique, la prison, le directeur de prison n'a pas d'autre choix que d'incarcérer. Il ne peut pas refuser d'intégrer un détenu dans sa prison. Et donc le risque, c'est que dans une situation de 13 000 détenus, avoir 4 000 détenus de plus, c'est aller au-devant de graves catastrophes humaines. Oui, vous avez parlé d'instrumentalisation. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais je maintiens, c'est une façon d'instrumentaliser une difficulté. Et le problème, c'est que derrière, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Et ce n'est pas simplement un acte administratif. Oui. Alors, instrumentalisation, vous répondez quoi à ça? Il faut replacer les choses dans leur contexte. Cette exécution des courtes peines de moins de 3 ans, c'est une décision gouvernementale d'une des dernières décisions du gouvernement Michel en 2019, qui, ils ont décidé qu'il fallait appliquer les courtes peines, et donc que les gens qui étaient condamnés à des peines de moins de 3 ans soient effectivement envoyés en prison. Donc c'est une décision politique au départ. Et puis il y a une demande finalement qu'elle ne soit pas exécutée tout de suite. Donc voilà, parce que c'était intenable. Effectivement, et là je rejoins M. Sachs, l'état des prisons est catastrophique. Oui, mais par rapport à l'instrumentalisation dont on accuse finalement les magistrats. Je ne suis pas d'accord avec ce terme, parce que c'est un...
l'exécution des billets d'écrou est une mesure parmi d'autres, et ce sont des mesures qui ne sont pas au jour d'aujourd'hui effectives, mais qui risquent de devenir effectives si le gouvernement persiste dans sa tentative de modifier le système des pensions. Et elle est montée en épingle alors qu'il y a d'autres mesures qui sont proposées, outre cette exécution des billets d'écrou. Donc je pense qu'elle est mise en exergue pour justement décrédibiliser le mouvement des magistrats qui estiment que l'atteinte à leur droit à la pension est totalement disproportionnée. Oui, alors ce qui est une des justifications des magistrats, c'est de dire ben non, ce n'est pas une menace finalement, ça, c'est un retour au cadre légal et ces peines-là, elles doivent être exécutées. Effectivement, il n'y a pas d'interdiction de principe et ça fait partie des missions légales du ministère public de faire exécuter les peines. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que notre position est de dire si vous savez que même en respectant la loi, vous allez commettre dans les faits, vous allez créer une situation qui dans les faits crée des traitements inhumains et dégradants, ben, vous êtes formellement dans le cadre de la loi en exécutant le billet d'écrou, mais vous risquez de vous placer hors cadre de la loi en créant des situations qui peuvent être assimilées en tout cas à des traitements inhumains et dégradants, puisque la Belgique, en l'état actuel de ses prisons, est déjà condamnée pour la situation de ses détenus. Oui. Alors l'administration pénitentiaire a dit que ces détenus, si effectivement ils recevaient leur billet d'écrou et qu'ils se présentaient à la prison, seraient renvoyés chez eux sur base d'une directive ministérielle. C'est ce qui a été dit par l'administration pénitentiaire. Malgré tout, vous gardez cette menace-là en disant on va effectivement, s'il le faut, envoyer tous ces billets d'écrou. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une mesure qui a été annoncée par le collège du ministère public. Et donc, je suppose qu'ils assumeront cette mesure si effectivement les choses ne devaient pas s'améliorer. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une menace ou comme une instrumentalisation. Ce n'est jamais qu'un retour à une exécution normale de la loi et qui a été dévoyée par les différents gouvernements parce qu'ils se sont rendus compte que l'état des prisons était déjà catastrophique. Oui. Alors, retour à l'exécution normale de la loi, vous répondez quoi à ça, Harold Sachs ? Mais je réponds que même si la loi prévoit que c'est au ministère public de faire exécuter les peines, lorsque matériellement, concrètement, l'incarcération conduit à des traitements inhumains et dégradants, je pense qu'il y a dans la hiérarchie des normes l'une qui prévaut sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction absolue qui ne souffre aucune exception de maltraiter des gens, y compris en prison, de leur infliger des traitements qui s'assimilent à des traitements inhumains et dégradants ou à de la torture, et que donc même si la loi vous demande d'exécuter un titre d'écrou, à partir du moment où il conduit à cette situation, vous devez vous abstenir de le faire. Ouais, il y avait la crainte des syndicats par rapport à ces billets d'écrou envoyés en disant on va effectivement mettre sous pression des prisons qui sont déjà sous pression. Ça, je ne le conteste pas. Les prisons sont remplies à ras-bord. Ça, c'est un fait. Et on est au-delà de 13 000 détenus en Belgique, alors qu'il y a plus ou moins 11 000 places. Donc ça, c'est un fait. Ça n'est pas contestable. Mais cette situation, je le répète, est consécutif à des décisions gouvernementales. Ce n'est pas la magistrature qui est responsable de l'exécution ou de la décision d'exécuter les courtes peines. Ce sont les différents gouvernements, notamment le gouvernement Michel. Alors un mot sur cette colère face à la réforme du régime des pensions. Certains disent que l'austérité, elle s'applique à tout le monde et que vous défendez un privilège. Que répondez-vous par rapport à ça ? Là encore, ce sont des mots qui ne correspondent pas à la réalité. La magistrature, donc le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir. C'est un pouvoir qui est en principe indépendant de l'exécutif et du législatif. Ça a été voulu par la Constitution belge du 19e. Et pour le moment, le gouvernement s'attaque à la magistrature via les pensions, alors même que l'état de la justice est catastrophique depuis des décennies, et il n'y a rien d'annoncé outre cette menace sur les pensions. Donc c'est là que je vous dis, c'est vraiment un processus qui fait que la magistrature arrive au bout du bout, et il y a des choses qui ne sont plus audibles, ça n'est plus possible, on manque de tout. Oui, alors dans une carte blanche, une de vos membres, Manuela Cadelli, a parlé d'insultes par rapport à cette proposition de réforme. Ce sont des mots très forts. Les mots sont forts. Madame Cadelli n'hésite jamais dans ses raisonnements à aller jusqu'au bout. Et elle n'a pas tort.
Ouais. Alors on quitte effectivement le domaine stricto sensu des prisons, mais comment jugez-vous, vous, la colère des magistrats par rapport à cette volonté de réforme du régime des pensions ? Alors je pense que la colère des magistrats, comme je l'ai dit d'emblée, elle est tout à fait légitime par rapport à la conception que le monde politique semble avoir du monde judiciaire. Et je pense que ça illustre une fois de plus, on avait déjà vu avec M. Van Quickenborne, avec son hashtag Team Justice, que le monde politique a de plus en plus tendance à considérer le monde judiciaire comme une administration et non pas comme un pouvoir. Et donc, vous comprenez finalement la raison de la colère des magistrats ? Bien sûr, Ouais. tout à fait. Alors, il y a une mesure qui a été annoncée tout de même, c'est ces 150 millions, notamment pour investir dans les prisons. Alors, certaines en ont bien besoin. C'est le cas de la prison de Saint-Gilles, qui devait fermer, mais qui finalement va rester ouverte. Regardez ce reportage, on y décrit un peu la situation dans la prison. C'est la deuxième plus ancienne prison en Belgique. Derrière ces murs, des conditions de détention parfois précaires. Une cocotte à pression nous décrit le bourgmestre de Saint-Gilles. Il nous confie avoir effectué une visite à l'intérieur des cellules et certaines ne disposent d'aucune toilette. Vous avez le seau-tine où ces messieurs se passent l'un après l'autre et puis vont vider le seau. Si on continue l'occupation ici, il faut que l'électricité, les conditions d'humidité, les fenêtres absentes sur certaines fenêtres, 60 chambres sans fenêtres. Je pense qu'ils avaient programmé des chantiers. Je ne sais pas s'ils ont été menés à bien, mais il y a vraiment de quoi s'étonner. Et quand vous êtes entre les ailes, vous avez un peu un décor post-nucléaire avec des bouteilles en plastique, des rats qui vivent dedans. C'est terrible. Les derniers gros travaux remontent à 2011. Actuellement, seules 3 ailes sur 5 sont opérationnelles. Face à l'annonce de la fermeture à terme de la prison, les rénovations avaient été mises sur pause pendant de longues années. Désormais, le projet de maintien de l'ouverture rebat les cartes. C'est clair que pour nous, cette prison peut rester ouverte. À partir du moment où on a du personnel en suffisance et formé pour pouvoir garantir la sécurité des détenus et du personnel, et qu'il y ait un minimum de travaux qui soient faits par la régie des bâtiments pour garantir une détention humaine. Je vais dire par là un aménagement des sanitaires, un rafraîchissement des cellules, il y a des fenêtres à changer, il y a une dératisation profonde à faire. Je pense qu'il y a quand même des travaux d'infrastructure, peut-être pas très lourds, mais des travaux d'infrastructure nécessaires pour pouvoir garantir une détention humaine et une sécurité à la détention au sein de l'établissement. Oui, alors pour vous, Harold Sachs, il faut fermer cette prison de Saint-Gilles, vu l'état dans lequel elle est aujourd'hui ? Alors pour moi, c'est évident qu'il faut la fermer, mais j'ai envie de vous dire que pour les juridictions nationales, il y a aussi un vrai problème, à tout le moins de réduire drastiquement la population qui l'occupe, vu son grand niveau d'insalubrité. Et pour les juridictions internationales, c'est la même chose. Et donc tout le monde est d'accord pour dire que ces prisons ne répondent à aucune norme contemporaine de détention. Oui, alors on parle de 13 700 détenus aujourd'hui pour 11 000 places, donc la surpopulation carcérale, elle ne date pas d'aujourd'hui. Quelles sont les mesures que vous prônez aujourd'hui pour limiter la surpopulation carcérale ? Alors à l'OIP, on prône d'abord une réflexion globale sur l'usage qu'on a de la prison, parce que c'est quelque chose qui est peu dit, mais en réalité, la prison est surutilisée, de plus en plus utilisée, alors même que le niveau d'infraction ou le nombre d'infractions enregistrées par les services de police n'a pas augmenté. Et donc, ce n'est pas une société qui est plus dangereuse, ce n'est pas un laxisme aujourd'hui qu'on constate, c'est au contraire une surrépression et une surutilisation de la prison dans une situation de délinquance qui n'a pas évolué. Et donc, ce que nous demandons, c'est d'abord des mesures législatives pour limiter le recours à la prison. Oui, alors limiter le recours à la prison, qu'en pensent les magistrats quand vous entendez tiens, on surutilise aujourd'hui l'instrument prison ? Bon, je ne vais pas critiquer mes collègues qui tiennent les juridictions correctionnelles, mais il y a beaucoup de possibilités d'alternatives à la prison. Mais il faut savoir que tous ces services qui sont chargés de l'exécution de peines alternatives sont noyés. Les maisons de justice sont totalement overbookées. Il manque de fonctionnaires. Les convocations se font parfois des mois, voire des années après que la décision d'application d'une peine alternative soit prise. Donc il faut repenser tout le système. Et là, je rejoins M. Sachs, il y a vraiment peut-être une refonte complète
du système pénal à effectuer. Et depuis des années, c'est au coup par coup, en fonction de l'émotion publique, en fonction de tel événement ou de tel fait divers que des décisions sont prises. Mais il n'y a aucune réflexion globale sur le système pénal en Belgique. Et on en arrive effectivement à des dérives, des prisons qui sont pleines. Et oui. C'est la fuite en avant, mais... Oui. Mais pour vous, c'est une critique que vous faites aux magistrats, finalement, aux juges de prononcer un peu trop facilement des peines de prison, alors, si je vous ai bien compris. Oui, vous m'avez bien compris. Je vais quand même préciser, ce n'est pas une critique faite à certains magistrats en particulier ou aux magistrats qui agissent dans le cadre légal. C'est un problème d'ambiance du tout à la répression qui est distillée par le monde politique, par la société, par les médias. Et donc, il n'y a aucun moment où on repose la question de l'usage de la prison. Et pour vous donner un simple exemple, en 1980, il y avait 1500 personnes en détention préventive. Aujourd'hui, on est plus ou moins à 4100. Les infractions n'ont pas évolué, le taux de délinquance n'a pas évolué. On a presque 3 fois plus recours. Et sachant qu'à ça, vous rajoutez les moyens techniques qui ont été rajoutés. Donc, vous rajoutez plus ou moins 3000 personnes en surveillance électronique. Oui, alors, détention préventive, justement, sans critiquer finalement les magistrats. Est-ce que, finalement, par rapport à ça, il y aurait de nouvelles règles à établir pour limiter la détention préventive ? La loi sur la détention préventive a été revue, je parle de mémoire début des années 90, et il y a toute une série de critères qui font qu'une personne doit être détenue, mais il faut savoir, les dernières interventions de M. Moinil sont assez éclairantes. Donc le procureur du roi, oui. de M. le procureur du roi de Bruxelles, sont assez éclairantes. On a un parquet qui est de plus en plus efficace sur Bruxelles, il faut le reconnaître. C'est tout au crédit de M. Moinil, mais ça accentue la pression sur le système. J'ai entendu des chiffres de déferment de 100 à 120 personnes, notamment sur le dernier week-end, donc ça engendre une pression sur les juges d'instruction, peut-être des détentions préventives qui sont en augmentation, mais ça fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de penser pour revoir tout le système pénal dans son ensemble. Et c'est de ça qu'on manque pour un moment revenir peut-être à une situation plus vivable pour les prisons. Oui. Vous pensez, vous, qu'il faut revoir le système pénal dans son ensemble, comme le dit Laurent Sacré ? Oui, j'en suis convaincu et je pense qu'il est temps de penser aussi à sortir du système pénal toute une série de problématiques qui sont aujourd'hui appréhendées par le système répressif, mais qui n'ont rien à y faire, et je pense notamment toute la problématique des stupéfiants. On sait aujourd'hui que la problématique des stupéfiants est avant tout une problématique de santé publique et pas une problématique de délinquance. Et tant qu'on l'appréhende uniquement sous le prisme de la répression, on n'offre pas l'espace pour la penser sous le prisme de politique de prévention, sous le prisme d'accompagnement et de la confier à des professionnels de la santé. Oui, alors c'est vrai que vous plaidez finalement pour qu'on mette moins de personnes en prison, mais Laurent Sacré le disait, pour les services qui s'occupent de la médiation pénale ou qui gèrent des peines alternatives, ils sont complètement débordés. Donc on a l'impression que même si que c'est quasiment impossible d'utiliser plus ces alternatives. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'état actuel des choses. Alors, ça n'est vrai que si vous pensez qu'il faut maintenir les 13 000 personnes en prison et le montant qu'elles représentent comme dépenses pour l'État, et que pour celles qui ne sont pas en prison, il faudrait penser aux alternatives. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un détenu, ça coûte en moyenne entre 170 et 200 euros par jour à la collectivité, et qu'il y a, dans l'immense majorité des personnes en détention, des gens qui n'ont rien à y faire parce qu'ils ne représentent pas de véritable danger s'ils sont en liberté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça veut dire que l'argent qui est consacré à les enfermer, à les surveiller, serait nettement mieux dépensé en réorientant le spectre vers autre chose que du répressif. Oui. Alors, il y a cette mesure des 150 millions pour la justice. Qu'est-ce qu'on en pense à l'association syndicale des magistrats ? Ce sera notamment pour lutter contre la surpopulation. Donc oui, ça va toujours dans le même esprit gouvernemental, c'est-à-dire ils se rendent compte que les prisons sont devenues un véritable problème. La surpopulation carcérale devient ingérable et on dégage 150 millions pour, de ce que j'ai compris, faire des modules ou en tout cas ajouter des locaux supplémentaires aux prisons de manière rapide
pour permettre de pallier à cette surpopulation carcérale. Mais de nouveau, c'est une petite mesure qui ne changera rien au problème. On va encore ouvrir de nouvelles places qui vont vraisemblablement être comblées, mais il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de raisonnement à long terme pour dire comment on va sortir certaines personnes de la délinquance. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités que la répression? Et ça demande, c'est du long terme, mais le politique, pour le moment, est dans le court terme et on veut satisfaire. Donc vous pointez la responsabilité politique, finalement. Il y a une responsabilité sociétale. Je pense que une grande partie de la population pense qu'il n'y a que la sévérité et le fait de punir les gens qui marchent. Oui, alors quand on voit finalement l'état des prisons, il n'y a pas que la prison de Saint-Gilles. Vous parliez en préparant cette émission de la prison de Huy, qui est aussi catastrophique. On se pourrait dire, finalement, ces 150 millions, ça va être une bouée de sauvetage pour ces établissements. Vous en pensez quoi, vous, Harold Sachs? Je vais rejoindre ce que M. Sacré disait, c'est-à-dire que on est en train de réinvestir dans un système qui ne marche pas et on ne dit pas à un moment, en fait, ce système ne marche pas. Et donc, c'est la même chose que si vous avez une fuite à un robinet, vous avez beau placer un seau qui est toujours plus grand en dessous, il y a toujours un moment où le seau est rempli. Et à un moment, il faut se dire comment est-ce qu'on colmate la fuite. C'est pareil avec les prisons. Tant qu'il y a de la place dans les prisons, on va entasser des gens avec les mêmes résultats. Si on ne change pas la recette, il n'y a pas de raison que les résultats qui en sortent soient différents. Et donc, on l'a dit quand on a ouvert les nouvelles prisons, notamment de Harren, avec l'ASM, avec le monde judiciaire, on a dit on court droit à la catastrophe. On nous a dit mais non, c'est parce qu'il faut plus de place, comme ça on pourra faire un vrai travail sur la réinsertion. On est quelques années après, on n'est même pas 3 ans après l'ouverture de Harren. Voilà, résultat, la catastrophe, on est en train de foncer dedans. Alors pour vous, ces 150 millions, ils auraient dû être affectés à autre chose. On pense à l'état de certains palais de justice, par exemple. Est-ce que ce sera suffisant ? Ça, non, vraisemblablement non. Ces 150 millions, je pense que c'est un sparadrap sur une jambe de bois. Ça ne changera rien au problème. Il n'y a pas de réflexion. Ce que je pense par rapport à la politique actuelle, c'est qu'il n'y a aucune vue à long terme. Et c'est toujours le cas actuellement pour des contraintes budgétaires qui sont exactes ou pas exactes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ces 150 millions qui vont servir aux prisons ne vont pas résoudre les problèmes de fond. La justice est dans un piteux état, on manque de personnel. Les bâtiments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont tous dans des états en grande majorité catastrophiques. Alors on dit on va peut-être fermer des palais de justice, fermer des endroits de justice pour faire des économies. Mais sur le fond, il n'y a pas de mesure. Le personnel judiciaire est vraiment désespéré, je veux dire. Oui, aujourd'hui, on en est là, parce que finalement, cette situation, on en parle depuis des années. Aujourd'hui, il y a vraiment un découragement au sein de la magistrature. Il y a vraiment un découragement. Les gens travaillent dans des conditions qui sont parfois à la limite de l'insalubrité dans certains bâtiments. Donnent de leur temps. Les dernières mesures de la charge de travail démontrent que la grande majorité des juges travaillent plus de 50 heures par semaine. Ils se donnent corps et âme à leur métier. Mais il n'y a pas de souffle, il n'y a rien qui vient leur dire écoutez, on vous a compris, on va essayer de trouver des solutions avec vous. Non, on va donner 150 millions pour essayer de colmater un petit peu la surpopulation carcérale. Comment vous expliquez, vous, qui êtes au cœur finalement de cette magistrature, comment vous expliquez que la justice reste le parent pauvre des politiques publiques ? Il y a eu de mauvaises décisions au cours de dizaines d'années, donc il n'y a pas de réponse simple à une question compliquée. Mais ce qui est désespérant, c'est qu'il n'y a jamais à un moment donné de remise en cause du système. Et là, je rejoins M. Sachs en se disant, voilà, on va peut-être essayer de faire autrement, de repenser les choses, d'arriver à un système qui fonctionne correctement. Donc c'est toujours des petites mesures pour colmater ceci ou solutionner cela. Et c'est désespérant parce qu'il n'y a pas de souffle. Oui, et pour vous, il y a un manque de courage politique à un moment donné pour remettre à plat, pour faire une grande remise à plat ? Je pense qu'il y a un manque de courage, il y a un manque de réflexion et il y a un manque de vue à long terme. Un exemple simple, la directrice actuelle du SPF Justice, enfin de la DGEPI, donc celle qui s'occupe de gérer les établissements pénitentiaires, c'est l'ancienne chef de cabinet du ministre Van Quickenborne. Lorsqu'elle était chef de cabinet, tout le monde lui a écrit pour dire « Votre réforme pour l'exécution des peines de moins de 3 ans, elle nous amène droit dans le mur ».
ils sont maintenus bien en tête qu'il fallait faire cette réforme et qu'il fallait renvoyer tout le monde en prison. On est aujourd'hui, quelques années après, elle n'est plus membre de son cabinet, elle est directrice et elle écrit au Parlement en disant « il faut des bouées de sauvetage parce qu'on n'en peut plus ». Et donc ces gens n'ont pas de vision à long terme et on a l'impression que parfois on prêche dans le désert lorsqu'on leur explique qu'il y a des choses qui sont documentées, étudiées, vérifiables. Mais merci en tout cas d'avoir l'un et l'autre partagé votre expérience sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.